Mon fils m'a offert de l'eau, mais je savais qu'il avait souscrit une assurance vie à mon nom. Bois, maman. Tu as l'air épuisée. La bouteille glacée effleura mes doigts avec une douceur feinte, presque calculée. Cette voix, trop mielleuse, trop prévenante. J'esquissais un sourire, celui qu'on réserve à un geste anodin. Mais au fond de ma poitrine, mon cœur battait comme un tambour de guerre. Ce sentier de randonnée était isolé, la descente glissante et le réseau inexistant. Alexandre marchait quelques pas devant moi, l'air tranquille, comme si nous étions là pour le plaisir. Mais moi, je savais. La veille au soir, en rangeant mes papiers, j'avais trouvé l'enveloppe. D'abord, j'ai cru que c'était un vieux document. Puis, j'ai vu la date. Une assurance vie, à mon nom. Bénéficiaire, mon fils. Mes doigts se mirent à trembler. Le montant, près de 200 000 €. Alexandre ne m'en avait jamais parlé. Il ne m'avait même jamais demandé si j'allais bien. Et maintenant, nous étions là, dans un endroit parfait pour un malheureux accident. Je pris la bouteille, sans l'ouvrir. Je la serrai juste dans ma main. Il se retourna et sourit. « Passons par ici. La vue est magnifique. Trop magnifique pour être vrai. » Pendant qu'il avançait, je fixais l'eau dans ma main. Et c'est là, à cet instant précis, que j'ai su avec une certitude absolue. Il ne s'agissait pas seulement de l'assurance. Il s'agissait de tout ce que j'avais ignoré pendant des années, tout ce que j'avais laissé passer. Et maintenant, je devais décider. C'était lui ou c'était moi. Si cette histoire vous a déjà touché dès les premières secondes, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Je m'appelle Catherine. J'ai 64 ans. Mais à l'intérieur, parfois, j'ai l'impression d'en avoir 90. D'autres fois, 22. Ça dépend des jours et de la douleur. J'ai passé près de 40 ans comme infirmière, à soigner des malades, à tenir des mains en silence, à être forte pour des gens qui me connaissaient à peine. Mais ce qui m'a le plus usé, ce ne sont pas les gardes. C'est de m'occuper de celui que j'aimais le plus et d'être traitée comme si c'était mon devoir. J'ai élevé mon fils seul, Alexandre. Le nom était mon idée. Fort, victorieux, imposant. Je pensais qu'en l'appelant ainsi, il grandirait avec plus de courage que son père, qui a disparu quand Alexandre avait à peine 1 an. Je travaillais dans 2 hôpitaux en même temps. Je dormais 4 heures par nuit. J'ai appris à recoudre un uniforme déchiré avec une épingle à cheveux. J'ai fait des miracles avec un SMIC. Tout pour lui. Je n'ai jamais été du genre à me plaindre, ni à exiger. Aux yeux du monde, j'étais la femme tranquille, résiliente, un exemple de force. Mais personne ne me voyait pleurer dans la salle de bain après avoir entendu mon propre fils me dire « Tu exagères, maman », ou quand il parlait de sa femme comme si elle était la seule femme digne d'attention dans la famille. Céline, ma belle-fille, est belle, bien élevée et froide. Elle m'a toujours traitée avec un sourire poli mais distant, sur un ton de tolérance. Elle ne m'a jamais appelée « belle maman », ne m'a jamais vraiment prise dans ses bras. Quand elle m'appelle, c'est toujours dans un but précis. « Bonjour, est-ce que tu pourrais nous dépanner pour une petite chose ?» Mes voisins pensent que j'ai une vie confortable. Une grande maison, un jardin bien entretenu, une voiture automatique. Mais personne ne sait que je n'achète des fruits qu'à la fin du mois, que je ne mange de la viande que lorsqu'elle est en promotion. Alexandre vient rarement me voir. Quand il vient, il regarde plus sa montre que mes yeux. Mais j'ai toujours cru que si je l'aimais assez, il changerait. Que si je donnais tout, un jour, il me rendrait un peu. Quelle folle illusion. Le mois dernier, j'ai vendu ma voiture pour payer l'apport de son appartement. Il ne m'a même pas remercié. Il a juste dit « C'est réglé, non ? Tant mieux. » Et j'ai souri. La semaine suivante, il est apparu avec une nouvelle montre au poignet, étincelante, hors de prix. Un petit cadeau que je me suis fait, a dit Céline. Et Alexandre a ri. Pendant ce temps, je rentrais chez moi en bus, les sacs de course sur les genoux, une larme glissant sur la vitre embuée. Je ne pleurais pas de colère, je pleurais de honte. La honte d'attendre encore quelque chose de quelqu'un qui m'avait déjà montré qu'il ne savait pas donner en retour. Mais ce jour-là, quand j'ai trouvé cette police d'assurance au milieu de mes documents, quelque chose s'est brisé en moi. Et en même temps, quelque chose est né. Pour la première fois, j'ai ressenti une réelle volonté de protéger la seule chose qui me restait encore, moi-même. Ce n'était pas de la vengeance. Pendant très longtemps, la seule chose que je voulais, c'était la paix. La paix de prendre mon café sans me presser,
La paix de m'occuper de mon jardin sans être interrompu par des demandes. La paix de regarder mon fils et de voir dans ses yeux ce que chaque mère espère voir. De l'admiration, de la gratitude. Mais ce n'est jamais arrivé. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'était pour mon 60e anniversaire. J'ai passé la journée seule. J'ai préparé un gâteau au yaourt, j'ai mis la table avec la vaisselle que ma mère m'avait laissée, et j'ai attendu. Alexandre m'a appelé à 19h. « Maman, j'ai failli oublier. Joyeux anniversaire. Je suis sous l'eau en ce moment, je te rappelle tranquillement plus tard. » Il n'a pas rappelé. Et je suis restée là, avec le gâteau intact et un silence si lourd que je pouvais entendre mon cœur. Ce jour-là, mon désir s'est précisé. Je ne voulais pas de luxe, ni de flatterie. Je voulais juste qu'on se souvienne de moi avec tendresse. Je voulais qu'il entre par la porte avec un bouquet de fleurs et qu'il dise « Tu le mérites ». Ce n'était pas pour le cadeau, c'était pour être vu, pour être reconnu comme plus qu'une vieille qui assure les arrières. Mais les années ont passé et, à chaque fois que je disais « oui » à l'une de ses demandes, il disait moins souvent « merci ». J'ai commencé à remarquer le schéma, la logique. Alexandre me traitait comme une ressource, une banque affective. Et moi, je le permettais. Quand Céline est tombée enceinte, j'ai cru que ce serait différent. J'ai imaginé qu'avec un petit-fils, il se rapprocherait, qu'il se souviendrait peut-être de la mère qu'il avait élevée sans personne, qu'il me demanderait peut-être des conseils, qu'il m'inclurait. Mais c'est le contraire qui s'est produit. « Tu peux garder le bébé quelques jours ?» a-t-il dit, une semaine après l'accouchement. On a besoin de se reposer. J'ai gardé le bébé pendant 11 jours, me réveillant la nuit, changeant les couches, donnant le bain. Et quand ils sont partis, Céline m'a laissé un biberon sale dans l'évier et a dit « Merci pour tout, mais la prochaine fois, essaie de ne pas utiliser ce savon. Il est allergique. » Pas un câlin, pas un compliment, juste des instructions. Ce jour-là, assise seule dans la cuisine, j'ai compris que mon désir n'était pas seulement d'être reconnue. C'était d'être traitée comme un être humain. C'était de pouvoir dire « non » sans me sentir coupable. C'était de ne pas être jetable. Mais ça me faisait honte, parce que ça semblait petit, égoïste. Après tout, combien de mères vivent la même chose? Combien de femmes ravalent cette douleur? Mais la vérité, c'est que ce n'était ni petit ni égoïste. C'était vital. Je voulais être traitée avec respect. Seulement ça, du respect. Je voulais entrer dans la maison de mon fils et ne pas être ignorée. Je voulais qu'il parle de moi avec fierté, qu'il dise à ses amis « Voici ma mère. Elle m'a élevée seule. Elle est incroyable. » Mais il ne l'a jamais dit. Alexandre m'appelait « la vieille » quand il pensait que je n'entendais pas. Céline ricanait. Elle trouvait ça normal, et moi, je souriais en surface, parce que c'est ce que j'avais appris à faire. Mais à l'intérieur, je voulais hurler. Je voulais briser un verre contre le mur et demander « Quand ai-je cessé d'être quelqu'un pour toi ?» Mais je n'ai jamais eu le courage. Je n'ai jamais voulu de conflit. Je pensais qu'en étant bonne, les choses s'amélioreraient. Mais elles n'ont fait qu'empirer. Et puis l'assurance vie est arrivée. Quand j'ai vu ce document, quelque chose a cédé en moi. Il ne s'agissait plus de respect. Il s'agissait de survie. Alexandre avait souscrit une assurance à mon nom, en cachette, sans jamais le mentionner. Pourquoi? Le montant était trop élevé, les dates, trop récentes, et cette invitation pour la randonnée, le voyage soudain, la gentillesse exagérée, les médicaments qui avaient disparu de mon tiroir. Tout a commencé à prendre sens. Cette nuit-là, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai regardé la fenêtre pendant des heures. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai seulement pensé. Et j'ai compris que mon plus grand désir, maintenant, n'était plus d'être aimé. C'était d'être libre, libre de la peur, libre de la manipulation, libre de la culpabilité. Et pour la première fois, je voulais quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à vouloir. Je voulais qu'Alexandre ressente le poids de mon absence. Je voulais qu'il sache ce que c'était que de dépendre de quelqu'un et d'être ignoré. Non pas parce que je le déteste, mais parce que j'ai besoin qu'il apprenne. J'ai besoin qu'il regarde en arrière, un jour, et qu'il comprenne la valeur qu'il a jetée. Est-ce que ça lui fera du mal? Peut-être. Mais, cette fois, je ne m'excuserai pas. Parce que maintenant, ce que je désire le plus, c'est la justice. Ce matin-là, tout semblait normal. Le ciel couvert, l'odeur de café dans l'air, la télévision allumée à faible volume, comme toujours. Alexandre et Céline étaient assis à la table de la cuisine, parlant d'une escapade à la campagne.
On a besoin d'air pur, maman. Tu vas adorer l'endroit, dit-il avec un sourire trop étudié. Céline compléta, en coupant un morceau de sa biscotte. Le gîte est simple, mais charmant. Entouré de forêts. Tu dormiras comme une souche. J'ai souri. Comme toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose clochait. Alexandre ne m'invitait jamais nulle part. Et maintenant, une promenade isolée, ce serait pour quand ? Demandai-je. Demain. Tout est déjà réservé. Trop rapide. Une alarme s'est déclenchée en moi. J'ai passé la journée agitée, sans raison claire, mais avec le sentiment que quelque chose n'allait pas. Un bourdonnement au fond de mon esprit, insistant, qui ne me laissait pas en paix. À l'heure du dîner, Alexandre est sorti pour répondre à un appel. Céline est allée prendre une douche. L'imprimante du bureau s'est mise à biper. Un bourrage papier, probablement. Je me suis levée pour aider. Mais en ouvrant le capot, j'ai vu ce que je n'aurais jamais dû voir. Un document imprimé à moitié. Encore coincé. Curieuse, je l'ai tiré avec précaution. L'entête disait « Proposition d'assurance vie, catégorie premium ». J'ai continué à lire. Les lettres dansaient devant mes yeux. Nom de l'assuré, Catherine Dubois. Bénéficiaire, Alexandre Dubois. Capital assuré, 200 000 €. Date de début, il y a 3 semaines. Signature électronique, confirmée. Mes genoux ont fléchi. Je me suis assise là, par terre, le papier entre les mains. Alexandre avait souscrit une assurance vie à mon nom, sans me le dire, sans me consulter, sans rien me demander, comme si j'étais déjà morte. Mes pensées se sont mises à défiler, incontrôlables. Les dernières semaines sont passées en flashback. La gentillesse soudaine, les cafés préparés par Céline, les promenades pour la santé, l'invitation à la randonnée, la disparition de mon petit chien évanoui sans explication. Tout s'emboîtait. Tout avait un sens maintenant. Il n'attendait pas seulement que je meure. Il s'y préparait. Une partie de moi voulait nier, inventer des excuses, dire que c'était juste une précaution, que j'étais paranoïaque. Mais je me suis souvenu de ce qu'Alexandre avait dit quelques jours plus tôt. « Maman, tu es si fatiguée en ce moment. Tu devrais prendre du repos. Un endroit calme pourrait te faire du bien. » Et la façon dont Céline m'avait regardé, le même soir. Un regard sec, impatient, comme celui de quelqu'un qui attend le bon moment. Je me suis relevée lentement. J'ai rangé le papier dans mon sac. Je ne pouvais pas les affronter tout de suite. Pas là. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise sur le bord du lit et pour la première fois, j'ai eu peur. Pas la peur ordinaire, du noir ou de la solitude. C'était une peur intime, chaude, presque physique. La peur d'être trahi par celui que l'on a élevé. J'ai regardé mes mains. Les mêmes mains qui avaient tenu Alexandre dans leurs bras quand il était tombé de vélo. Qui avait fait tomber la fièvre? Qui avait signé les autorisations scolaires? Qui avait fait des chèques pour le sortir de ses dettes? Maintenant, voulait-il ma mort? Pour de l'argent? Qu'avais-je fait de si mal pour qu'il devienne ça? J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Ma tête me disait que je devais partir, quitter la maison, appeler la police, dénoncer. Mais mon cœur disait autre chose. Il disait « Observe, attends ». Et alors, contre toutes mes émotions, j'ai décidé. J'irai à cette randonnée. J'accepterai l'invitation. Parce que si c'était un piège, il valait mieux que je le sache. Il valait mieux y faire face. Mais à ma façon. Le lendemain, je me suis levée tôt. J'ai fait le café. J'ai préparé mon sac à dos avec des vêtements légers. J'ai souri, comme si de rien n'était. Alexandre semblait détendu. Céline, enjouée. « Prête pour l'aventure, maman ?» demanda-t-il. J'ai simplement hoché la tête. Mais à l'intérieur, je n'étais plus la même. La naïveté était restée derrière moi. La femme qui est montée dans cette voiture avec eux était une autre. C'était quelqu'un avec un plan, et qui ne partirait pas de là sans réponse. Ils sont arrivés chez moi avec des valises à la main et de larges sourires. « Juste pour quelques jours, maman », a dit Alexandre. « Le temps que les travaux de notre appartement se terminent. » Céline a complété « Tu vas adorer nous avoir près de toi. On pourra t'aider pour tout. » Aider, c'est le mot qui m'a fait le plus mal à entendre. En une semaine, leur aide est devenue un fardeau. Alexandre prenait mon petit déjeuner avant que je ne me lève. Il squattait ma télévision toute la journée. Laissait des verres sales traîner dans le salon. Céline, elle changeait les cadres sur les murs sans me consulter. Réagençait mes meubles, changeait de chaîne au milieu d'un de mes films. Cette maison avait besoin d'un peu de vie,
disait-elle en souriant comme si elle me rendait service. En silence, je ramassais les miettes par terre. Je me taisais. J'avalais tout. Le deuxième samedi depuis leur arrivée, Alexandre m'a appelé dans le salon. « Maman, assieds-toi une minute. Il faut qu'on parle. » Le ton était différent. Professionnel, presque distant. Je me suis assise. J'ai attendu. Il m'a tendu une feuille imprimée. C'est une proposition pour transférer la propriété de la maison à mon nom. Comme ça, tu n'auras plus à te soucier de la paperasse, des impôts, de l'entretien. C'est mieux pour tout le monde, a ajouté Céline en s'asseyant à côté de lui. Tu pourras continuer à vivre ici sans problème. Rien ne change. Mais tout changeait. Ma maison, mon seul bien, ce pourquoi ma mère s'est battue toute sa vie. L'endroit où Alexandre a fait ses premiers pas, où j'ai pleuré des nuits entières après que son père nous a abandonnés, où j'ai créé mon potager, où j'ai vécu. J'ai regardé la feuille sans rien dire. Alexandre a continué. Tu auras toujours ton espace, mais la maison n'a plus de sens à ton nom. Tu comprends? S'il arrivait quelque chose, tout deviendrait plus compliqué. S'il arrivait quelque chose, la phrase m'a transpercée. J'ai esquissé un léger sourire, comme si je n'avais pas compris. Et si je ne veux pas? Alexandre s'est agité sur le canapé, a détourné le regard. Céline n'a pas perdu de temps. Tu n'es pas raisonnable. Tu as un certain âge. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir gérer tout ça toute seule? La gifle est venue sans bruit. Subtile, précise, cruelle, mon âge, mon incapacité. Moi qui avais passé ma vie à m'occuper des autres, j'étais maintenant un fardeau. Je me suis levée calmement, j'ai plié la feuille et j'ai dit « Je vais y réfléchir ». Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Mais ils n'ont pas arrêté. Les jours suivants, ils ont commencé à me traiter comme une invitée. Ou pire, comme une domestique. « Tu nous apportes de l'eau, maman ?» disait Alexandre depuis le salon. « Tu peux nettoyer la terrasse aujourd'hui ? Ça sent le moisi », disait Céline. Je continuais à le faire. À l'intérieur, chaque geste me rongeait. Mais à l'extérieur, je gardais mon sang-froid. Un jour, j'ai entendu Céline au téléphone. Elle est déjà plus lente. Ça ne devrait plus tarder. Et l'assurance? Oui, c'est à jour. Mon sang s'est glacé. Elle parlait de moi, à quelqu'un, de l'assurance. Je suis entrée dans la cuisine avec l'expression la plus neutre possible. Elle a fait semblant de raccrocher nonchalamment. C'était ma sœur. Mensonge. En fin d'après-midi, je suis allée dans le jardin. Mon chien, Thor, n'était pas dans sa niche. « Alexandre, tu as vu Thor ? Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je l'ai emmené faire un tour. Je l'ai lâché dans le parc. » Lâché ? Sans laisse ? Il a haussé les épaules. « Oh maman, il ne fait qu'aboyer. Il empeste la maison. Il faut que tu apprennes à lâcher prise. » La phrase est tombée comme une lame. Lâcher prise. Sur mon chien. Sur ma maison. Sur ma vie. Je suis entrée dans la salle de bain et j'ai fermé la porte à clé. J'ai regardé mon reflet. La femme dans le miroir semblait plus petite, plus voûtée, les yeux ternes. Je me suis assise sur le sol froid, adossée au mur. J'ai essayé de comprendre où je m'étais perdue. Quand est-ce qu'aimer trop était devenu synonyme de tout accepter? Entendre de la bouche de mon fils que je devais lâcher prise sur mon compagnon de plusieurs années, le seul être vivant qui me réveillait avec joie, c'était plus qu'une humiliation. C'était de la déshumanisation. Mais le pire était encore à venir. Au dîner, je me suis assise avec eux comme d'habitude. La table était mise, les lumières tamisées. Tout était prêt. « J'ai préparé la soupe que vous aimez », ai-je annoncé. Céline a pris la première cuillère, a fait une grimace et a posé sa cuillère sur la table. « C'est salé », Alexandre a goûté à son tour. A toussé légèrement et a repoussé son assiette. « Oui, maman. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je les ai regardés. Un silence épais a rempli la pièce. Alexandre a croisé les bras, la voix dure. « Tu sais ce que c'est ? C'est que tu ne vas pas bien. Tu oublies des choses, tu es lente, tu es même agressive parfois. » Céline a confirmé. « La semaine dernière, tu as laissé le gaz ouvert. C'est un miracle qu'il ne soit rien arrivé. » Mensonge. Je vérifie toujours tout. Mais j'ai compris ce qu'il faisait. Il me dépeignait comme une incapable, instable, oublieuse, un danger pour moi-même. Alexandre a reculé sa chaise. On a pensé, c'est peut-être le moment de te trouver un endroit, un espace assisté, où on pourra bien s'occuper de toi. Une maison de retraite. Mon fils voulait me faire interner. Ou, pire, m'isoler jusqu'à ce que cette fameuse chose se produise.
Je l'ai regardé pendant de longues secondes. Mon fils, celui-là même que j'avais bercé, à qui j'avais appris à faire ses lacets, que j'avais défendu à l'école quand on disait qu'il était trop agressif. Il me regardait maintenant comme on négocie un vieux meuble qui ne sert plus. J'ai fini ma soupe en silence. Je me suis levée de table sans un mot. Mais quelque chose en moi n'était plus pareil. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de plus ferme, de plus dangereux. C'était la graine de ce qui allait arriver. J'ai fermé la porte de ma chambre avec soin, comme si le moindre bruit pouvait réveiller quelque chose qui se formait encore en moi. J'ai appuyé mon dos contre le bois froid et je me suis effondrée. Je n'ai pas pleuré bruyamment. Je n'ai pas crié. J'ai juste laissé couler. Les larmes tombaient sans hâte, une par une, tandis que mes yeux fixaient l'obscurité de la chambre. C'était plus que de la tristesse. C'était un deuil. Le deuil de quelque chose qui était encore vivant, mais qui était déjà mort pour moi. Le lien avec mon fils. Je me suis assise au bord du lit, j'ai retiré mes chaussons lentement, comme je le faisais tous les soirs, mais sans la moindre trace de routine. Tout avait changé. Le sol de ma chambre était le même. Le couvre-lit fleuri aussi. Mais moi, je n'étais plus la même femme qui avait ouvert les portes de sa maison avec un sourire quelques semaines plus tôt. L'image d'Alexandre me regardant ce soir-là, avec des yeux froids, sans la moindre affection, revenait comme une scène de mauvais film, répétée à l'infini. « Tu oublies des choses, maman. C'est peut-être le moment de te trouver un endroit. » J'ai repassé chaque phrase en silence, comme si j'essayais de la mémoriser. Mais en vérité, je n'allais plus jamais l'oublier. J'ai pris la petite boîte où je gardais mes vieilleries, de vieilles photos, des lettres du temps où l'on écrivait encore des lettres. Parmi elles, une lettre de ma première garde de nuit en tant qu'infirmière. « Tu es faite pour soigner », disait la surveillante avec son écriture ronde et ferme. « Tu as des mains qui réconfortent. » Et je les avais eues. J'ai réconforté des mourants. J'ai soulagé des douleurs. J'ai offert une épaule quand il n'y avait plus rien à faire. Mais je n'étais pas faite pour être jetée. Et à ce moment-là, appuyée contre l'oreiller, j'ai compris. J'avais dépassé toutes les limites qu'une femme peut dépasser par amour. Sauf que l'amour à sens unique, ça épuise. Je suis allée à la cuisine, très tard. J'ai ouvert le frigo, bu de l'eau directement à la bouteille. J'ai regardé la table vide, avec les assiettes que personne n'avait pris la peine de débarrasser. Il dormait, ou faisait un semblant, peu importait. J'ai traversé la maison en silence, comme pour dire au revoir à chaque pièce. Le couloir, où Alexandre jouait avec ses petites voitures, le salon, où il a appris à lire, le jardin, où nous avons planté un citronnier ensemble. Rien de tout cela n'avait de poids pour lui. Mais pour moi, c'était tout. Et tout était sur le point de m'être arraché. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai pris mon sac. J'en ai sorti la police d'assurance que j'avais trouvée. J'ai lu chaque ligne pour la 10e fois. Ce n'était pas seulement le montant. C'était la froideur avec laquelle cela avait été fait. La façon dont il avait tout planifié sans même envisager de me consulter. Il avait signé comme s'il comptait déjà les jours. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. La première réaction a été la peur. La deuxième, la culpabilité. Avais-je échoué en tant que mère ? Avais-je trop donné ? Le fait de gâter était-il devenu un poison ? Mais cette série de doutes a été interrompue par une troisième sensation. Ferme, tranchante, silencieuse. La fureur, pas cette colère bruyante, mais celle qui naît quand l'âme n'accepte plus d'être piétinée. Le lendemain matin, je me suis habillée tôt. J'ai fait le café. J'ai mis la table. J'ai agi comme si de rien n'était. Ils sont arrivés avec les mêmes visages que d'habitude. Céline se plaignant de la température du lait. Alexandre demandant le mot de passe du Wi-Fi comme s'il était à l'hôtel. Mais je ne faisais qu'observer. C'est tout ce qu'il me restait. Le silence et la stratégie. Je ne serai plus la femme qui encaisse. Je serai la femme qui enregistre. Ce soir-là, j'ai installé une application sur mon téléphone. J'ai commencé à enregistrer les conversations. En cachette, sans faire de bruit. Chaque phrase cruelle. Chaque mention de l'assurance. Chaque plan sur l'isolement. J'ai rassemblé des preuves. Une par une. J'ai fouillé dans mes vieilles archives, j'ai retrouvé le numéro d'un ancien patient, un avocat, qui me disait toujours « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi ». Je l'ai appelé. J'ai dit peu de choses, juste assez. Il m'a écouté avec respect, avec attention. Il m'a conseillé, m'a offert son aide. Et là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que j'avais encore un sol sous mes pieds. Je suis rentrée à la maison le cœur calme,
Alexandre était dans le salon. Céline allongeait les pieds sur le canapé. Ils ont fait semblant de s'inquiéter. « Tu es allé faire les courses ?» a-t-il demandé. « Je suis allé régler quelques affaires », ai-je répondu sèchement. Mais j'ai souri. Ils ont été surpris. Parce que mon sourire, ce jour-là, n'était plus le même. C'était le genre de sourire qui précède la tempête. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert mon armoire. J'ai pris une vieille boîte où je gardais les papiers de la maison. Titre de propriété, testament de ma mère, acte de naissance d'Alexandre. Je me suis souvenu du jour où je l'ai déclaré à la mairie, seule, à seulement 19 ans. La file d'attente, le regard curieux de l'employé, le nom que j'avais écrit avec tant de fierté. Alexandre Dubois. À cette époque, je ne pensais qu'à protéger. Aujourd'hui, je devais me protéger de lui. J'ai fermé la boîte. Je l'ai verrouillée. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Mais avant de servir, j'ai inversé la position des verres. En observant, Alexandre a pris le verre que je lui avais laissé, a commencé à boire, et s'est arrêté. Ce jus est bizarre. Céline a fait la grimace. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as mis dedans? De l'eau citronnée, comme toujours. Ça a un goût de, je ne sais pas, de médicament. Je les ai regardés calmement. Vous êtes peut-être plus sensible. Vous devez être fatigué. Ils se sont regardés, méfiants, et moi, j'ai simplement bu mon café. Leur silence m'en disait plus que des mots. La tension se retournait contre eux, et je savais, ce n'était qu'une question de temps. L'humiliation que j'avais subie n'allait pas se terminer en lamentation. Elle allait se terminer par un retournement de situation. Parce que moi, j'avais déjà décidé. S'ils voulaient jouer avec ma vie, j'allais leur montrer comment on joue vraiment. Leur plan était simple et stupide. Un voyage à la campagne, une randonnée sur un sentier dangereux, une gourde d'eau avec quelque chose en plus. Et après, les lamentations, c'était un accident, une tragédie. Ma mère a perdu l'équilibre et elle est tombée. Aussi prévisible que cruelle, mais ce qu'Alexandre et Céline ne savaient pas, c'est que je ne jouais plus au même jeu. J'avais changé l'échiquier. Et maintenant, chacun de leurs pas était calculé par moi. Tout a commencé le jour où je suis allée à la banque pour clôturer un vieux compte de ma mère. Un compte oublié depuis des années, avec une petite somme d'argent dessus. J'y suis allée en personne, document en main. En attendant mon tour, j'ai engagé la conversation avec un monsieur à côté de moi. Il avait du mal à remplir un formulaire. Je lui ai proposé mon aide. Nous avons échangé quelques mots simples. Il était sympathique, poli, les yeux fatigués mais attentif. « Vous avez des mains fermes », a-t-il commenté en souriant. « Vous me rappelez ma femme. Elle était infirmière aussi. J'ai été infirmière pendant 35 ans, ai-je répondu. Maintenant, je suis à la retraite, du moins sur le papier. » Il a ri. Moi aussi, officiellement. Nous avons parlé encore quelques minutes. Il a pris congé avec gentillesse, a laissé une carte de visite sur la table d'attente et a été appelé. Ce n'est que des heures plus tard, une fois chez moi, que j'ai remarqué le nom imprimé sur la carte. Michel Renaud, directeur de l'un des plus grands groupes hospitaliers du pays. Le même réseau où Alexandre essayait, depuis des mois, d'obtenir un investissement pour la start-up de technologie médicale qu'il avait créée avec des amis. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être une opportunité. Le lendemain, j'ai envoyé un email discret. Je l'ai remercié pour la conversation. J'ai loué sa gentillesse. Et j'ai laissé une question à la fin. Pourrions-nous prendre un café, un de ces jours? J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai reçu une réponse le jour même. Café fixé, samedi. Discrètement. Dans un petit café, loin du centre. Michel est arrivé à l'heure, l'air curieux. J'avais l'enveloppe de la police d'assurance dans mon sac, mais je ne l'ai pas montrée. J'ai juste raconté une partie de l'histoire. Je traverse une situation délicate, monsieur Renaud. Mon fils s'est égaré, et je ne sais pas si je veux le sauver ou me sauver de lui. Il m'a écouté en silence, analysant chaque mot, comme quelqu'un qui lit entre les lignes. Catherine, puis-je être directe? J'ai acquiescé. Vous êtes une femme qui a passé sa vie à protéger les autres. Il est maintenant temps de vous protéger vous-même, sans culpabilité, sans peur. J'ai respiré profondément. La phrase a résonné en moi pendant des jours. La semaine suivante, il m'a appelé. J'ai parlé à un avocat de confiance de ma famille. Il peut vous aider, ce sera discret. Nous avons tout arrangé. Je suis allée à son cabinet en centre-ville. Porte fermée, lumière tamisée. Un homme grisonnant, à la parole ferme,
m'a accueilli d'une poignée de main. Madame Dubois, nous allons réécrire votre histoire. À partir de maintenant, c'est vous qui fixez les règles. J'ai signé de nouveaux documents. J'ai mis à jour mon testament. J'ai inclus une clause secrète de protection patrimoniale. Toute tentative de transfert de la maison sans mon autorisation deviendrait automatiquement nulle, enregistrée chez le notaire avec un renforcement de la tutelle judiciaire. Alexandre ne l'aurait jamais imaginé. Et plus encore, j'ai laissé un dossier avec des photos de la police d'assurance, des captures d'écran de messages suspects, des enregistrements de Céline au téléphone. Gardez ça en lieu sûr. S'il m'arrive quelque chose, vous saurez à qui le remettre, ai-je dit à l'avocat. Il a hoché la tête, sans poser d'autres questions. Je suis rentré chez moi d'un pas léger. Alexandre était sur la terrasse, au téléphone. Céline coupait des légumes dans la cuisine. Je suis entré comme si c'était un matin ordinaire. Mais maintenant, je n'étais plus une victime. J'étais la pièce qu'il ne savait pas être déjà devenue une reine sur l'échiquier. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris un vieux livre. À l'intérieur, caché entre les pages, il y avait un mot que ma mère m'avait laissé avant de mourir. Ma fille, quand plus personne ne t'écoute, écoute-toi toi-même. Tu en as toujours su plus que tu ne le disais. Ce soir-là, j'ai été convoqué à une autre réunion de famille. Alexandre a dit que le gîte dans la montagne était prêt, que nous partirions dans 2 jours. Ce sera magnifique, maman. De l'air pur, la nature, une cascade, ça te fera du bien. Céline a souri. Je t'ai déjà préparé ton sac, des vêtements légers, je t'ai même pris une casquette. Drôle. Ils ne m'avaient jamais proposé leur aide pour quoi que ce soit, jusqu'à maintenant. Ah, quelle gentillesse de votre part, ai-je répondu avec un faux sourire. J'adorerais y aller. Ils se sont figés une seconde. Alexandre a été le premier à se ressaisir. Parfait. Alors c'est réglé. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. Mon corps tremblait. Pas de peur, mais d'adrénaline. Je savais où je mettais les pieds. Je savais ce qu'ils essayaient de faire. Mais cette fois, ils allaient apprendre. On ne met pas en scène la mort d'une femme vivante à l'intérieur. Et encore moins, celle d'une mère qui s'est enfin réveillée. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Je me suis réveillé avec les oiseaux, le soleil glissant par la fenêtre et une paix dangereuse grandissant dans ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur. C'était une lucidité tranchante. Je savais ce que je devais faire. J'ai passé la matinée à vérifier mon sac à dos, seul, en silence. Vêtements légers, médicaments de base, une gourde, des barres de céréales et un petit flacon, presque invisible, contenant des gouttes sédatives, de celles qui, à dose suffisante, font que le corps se déconnecte pendant quelques heures. Les mêmes sédatifs que j'avais vus disparaître de mon tiroir des semaines auparavant. J'ai mis le flacon dans une trousse de toilette noire, à côté de mes brosses à dents. Dans la poche latérale du sac à dos, caché entre des chaussettes, j'ai gardé 2 petits gâteaux emballés dans du papier d'aluminium. Des barres énergétiques faites maison. Mais avec un détail qu'Alexandre et Céline ne découvriraient que trop tard. Le plan était prêt. L'après-midi, je suis allé dans le jardin. L'air était sec, le vent tiède. J'ai marché jusqu'au citronnier que j'avais planté avec Alexandre quand il était encore petit. Les feuilles étaient vertes, le tronc solide. Je me suis arrêté et j'ai respiré profondément. C'était comme si, d'une certaine manière, cet arbre avait plus de racines que ma relation avec mon fils. Alexandre est apparu à la porte de la cuisine. « Tout est en ordre pour demain ?» J'ai hoché la tête. « Oui, tout est en ordre. » Il semblait satisfait. Céline est sortie juste après, portant une de ses tenues de randonnée chères, fraîchement achetée. « Ce sera une aventure magnifique, Madame Dubois. » J'ai souri. « Je vais apporter quelques petites choses à manger en chemin. Vous aimez les sucreries ?» Elle a ri. « Qui n'aime pas ça ?» Et voilà, si facile. Le soir, nous avons dîné ensemble. J'ai feint la fatigue. Je suis monté plus tôt. J'ai fermé la porte et j'ai repassé chaque étape dans ma tête. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chacun de mes gestes était répété. Je voulais qu'ils croient que le contrôle leur appartenait. Je voulais qu'ils pensent avoir gagné. Le lendemain, nous sommes partis tôt. Alexandre conduisait. Céline sur le siège passager. Moi, derrière, observant les arbres défiler par la fenêtre comme des souvenirs qui se dissolvent. La route était étroite, sinueuse. Presque personne. Nous sommes arrivés au parc régional vers 9h. Un lieu isolé, humide, trop silencieux. L'entrée était un chemin de terre, sans panneau clair. Parfait. Alexandre s'est garé
et a pris son sac à dos. Prenons ce sentier. Il y a un belvédère tout en haut. Céline m'a offert sa main pour m'aider à sortir de la voiture. Trop attentionnée, théâtrale. Allons-y doucement, d'accord ? Bien sûr, ai-je répondu. Nous avons commencé l'ascension. Le chemin était raide. Les feuilles mouillées, le chant des oiseaux mêlé au craquement des arbres. Nous montions en silence, comme quelqu'un qui s'approche de quelque chose qu'il ne peut nommer. Après 40 minutes, Alexandre a indiqué « Là, il y a un rocher parfait pour se reposer. » Nous nous sommes assis. J'ai sorti la gourde de mon sac et j'ai donné à chacun une des barres énergétiques emballées. Je les ai faites hier. Une nouvelle recette. Alexandre l'a prise sans hésiter. Céline aussi. Pendant qu'il mâchait, j'ai ouvert ma gourde juste pour faire semblant. J'ai mouillé mes lèvres, mais je n'ai pas bu. Le goût de la peur était encore dans ma bouche. Alexandre s'est levé. « Maman, tu veux voir la vue ? Viens par ici. » J'ai marché vers lui. Le bord était étroit. Une chute de près de 30 mètres. Céline est restée en arrière, fouillant dans son sac à dos. Il a montré l'horizon. De là, on peut même voir la ville. Je n'ai pas regardé la ville. Je l'ai regardé, lui. La lumière du soleil frappait son visage, éclairant une expression que je connaissais depuis qu'il était petit. Le regard de celui qui veut quelque chose et ne reculera devant rien. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Mieux que jamais. » Il a souri. « Tant mieux. » Et puis, soudain, il s'est tourné le dos, comme pour ramasser quelque chose par terre. C'est à cet instant que j'ai entendu. Un bruit sourd. J'ai tourné les yeux vers l'endroit où se trouvait Céline. Elle s'était évanouie. Alexandre s'est retourné, effrayé. « Céline ?» Il a couru vers elle, s'est agenouillé. « Mon amour ?» Elle était inconsciente. Respiration faible. Je me suis approché lentement, j'ai pris la deuxième barre et je l'ai laissée tomber de ma poche. Il m'a regardé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je l'ai juste fixé. « Qu'est-ce que toi, tu allais faire ?» Il a pâli. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. »« Si, tu comprends ?» Je me suis assise sur une pierre, calmement. Mon corps ferme. Ma voix stable. « Tu as signé la police le 12 juin. Tu l'as caché. Tu as organisé ce voyage une semaine plus tard. Tu as soudoyé un garde forestier pour qu'il n'enregistre pas notre entrée dans le parc. » Alexandre est resté muet. « Et maintenant, Alexandre, c'est elle qui est évanouie. Et moi, je suis toujours en vie. » Il regardait de tous côtés, perdu. « Maman, écoute-moi. Je t'ai écouté toute ma vie, quand tu m'as demandé de l'argent, quand tu as dit que c'était juste un autre prêt, quand tu as menti sur la grossesse de Céline juste pour m'en soutirer davantage. » Les mots sortaient, tranchants. « Je t'ai même écouté quand tu m'as traité de poids mort. » Il a essayé de se lever, mais a trébuché. « Tu ne peux rien prouver. » J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Des audios, des vidéos, des emails, des témoignages. Il s'est figé. « Ça va gâcher ma vie. C'est toi qui as commencé. Je suis ton fils. Et je suis la femme qui t'a élevé, seule, avec tout ce que j'avais. Et tu as essayé de me tuer. » Alexandre s'est assis par terre, vaincu. Céline gémissait doucement, commençant à reprendre ses esprits. J'ai pris mon sac à dos, je l'ai mis sur mes épaules. La voiture est en bas, avec de l'eau et du réseau. Si vous faites vite, vous pourrez vous en sortir avec de la chance. Alexandre m'a regardé, confus. Tu t'en vas ? Oui. Il a essayé de se relever. Maman, s'il te plaît ? Non. Ne m'appelle plus comme ça. J'ai tourné le dos et je suis descendu par le sentier. Marche après marche. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas tremblé. J'ai juste laissé le son des feuilles sèches sous mes pieds emporter à chaque pas la douleur de toute une vie. Au pied du sentier, le monde semblait différent. L'air plus pur, le ciel plus bleu. Et moi, enfin, légère. Si une partie de cette histoire vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou que vous ressentez encore, cliquez sur « J'aime » et commentez ici. Parfois, partager la douleur est le premier pas vers la guérison. Cet espace est aussi le vôtre. Et chaque femme mérite d'être entendue, même quand elle décide de se taire. J'ai descendu le sentier d'un pas ferme, sentant la sueur froide dans mon dos, mais sans laisser mes mains trembler. L'air en bas semblait plus dense, comme s'il portait le poids de ce qui s'était passé là-haut. Derrière moi, le silence. Aucun cri, aucune supplication, aucune tentative de suivre mes pas. Alexandre et Céline étaient toujours là-haut, probablement désorientés, confus,
le corps trop lourd pour réagir. Il ne le savait pas, mais l'effet du sédatif passerait en quelques heures. Rien qui ne laisserait de traces, rien qui ne les tuerait, mais assez pour qu'ils se souviennent. Je ne les voulais pas morts, je voulais qu'ils se souviennent. Toute ma vie, tout ce que j'avais fait pour eux avait disparu de leur mémoire aussi vite que l'argent sortait de mes mains. Cette fois, ils se souviendraient du goût de leur propre cupidité. J'ai marché jusqu'à la voiture. Je suis montée, j'ai démarré le moteur, mais je ne suis pas partie tout de suite. J'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré un court message, juste pour moi. C'est la dernière fois que je laisse quelqu'un penser qu'il peut m'effacer. Puis, j'ai respiré profondément et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital de la ville voisine. Michel m'attendait. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-il demandé, inquiet. « Ils sont vivants. Et bientôt, ils se souviendront de tout. » Il a hoché la tête, sans jugement. « Il m'a juste offert un verre d'eau. J'ai déjà prévenu la police. Mais comme vous l'aviez prédit, le sentier n'a pas de caméra. Il n'y a pas de registre officiel de votre passage. Ils devront expliquer comment ils sont arrivés là et pourquoi. » J'ai acquiescé. Mes yeux étaient secs. « Ils inventeront des histoires, ai-je dit. Mais vous avez les preuves, et j'ai les bons contacts. » Je lui ai remis l'enveloppe scellée contenant tout. Capture d'écran de messages, enregistrement de conversation, copie de la police d'assurance, copie de l'Ancien et du Nouveau Testament. « S'il m'arrive quelque chose, ouvrez-la. » Michel a tenu l'enveloppe comme on reçoit un secret. « Il ne vous arrivera rien, Catherine. Je sais. Mais maintenant, je suis prête si ça arrive. » Je suis restée à l'hôpital jusqu'à la fin de la journée. Le soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. « Maman ?» La voix a flanché. C'était Alexandre. « Où es-tu ? Tu nous as laissés là ? Céline s'est évanouie. On a cru qu'on allait mourir. » Je suis restée silencieuse. « Je sais ce que tu penses de moi, » a-t-il continué. « Mais tu ne peux pas faire ça. Tu es ma mère. Et tu as essayé de me tuer. » Silence. « J'étais désespérée, » a-t-il finalement dit. Céline me mettait la pression. La dette de l'entreprise, je n'ai pas réfléchi. Je le jure. Mais je n'aurais jamais quoi? Signer une assurance vie? Organiser un voyage dans un endroit sans réseau? Porter un flacon caché dans son sac à dos? Il n'a pas répondu. Tu as menti, Alexandre. Tu as menti quand tu as dit que tu m'aimais. Et pire, tu as utilisé mon amour comme une arme contre moi. Pardonne-moi. Ce n'est pas encore le moment. J'ai raccroché. J'ai senti mes mains glacées. Mais mon âme, étrangement, chaude. Comme si un feu ancien trouvait enfin son sens. Le lendemain matin, j'ai reçu l'appel de l'avocat de Michel. Le juge a accepté la plainte. Des mesures de protection ont été émises. Alexandre et Céline ont l'interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres de vous. J'ai souri. Et concernant l'assurance? Annulée. L'assureur a été notifié sur la base des soupçons de mauvaise foi et de tentatives de fraude. Ils feront l'objet d'une enquête. Merci, mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais une dernière pièce sur l'échiquier. Je suis rentrée chez moi le même après-midi. J'ai ouvert la porte lentement. Le silence était différent. Ce n'était pas l'absence, c'était la reconquête. À chaque pas dans cette maison, je me débarrassais d'un poids. Un par un, j'ai jeté leurs restes de nourriture. J'ai lavé les draps. J'ai ouvert les fenêtres, et quand j'ai eu fini, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je me suis servi un café, seule, en paix. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé le numéro d'une association caritative. J'ai des meubles, des vêtements, des ustensiles, tout en bon état. Je dois faire un don. Tout ce qui ne me sert plus. 3 camions sont venus le lendemain. La maison se vidait, mais pas moi. Parce que pendant qu'ils emportaient les chaises, les tableaux, les faux souvenirs, je sentais mon espace m'être rendu. Enfin, j'ai changé les serrures. La clé qu'avait Alexandre ne servait plus à rien. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message de Céline. « Tu ne t'en tireras pas comme ça. On peut encore renverser la situation. J'ai juste fait une capture d'écran, et je l'ai gardée en souvenir de ce qu'ils ont été, et de ce que je ne serai plus jamais. » Dimanche, Michel m'a appelé. « Je viens en ville, on dîne ensemble? Tu passes me prendre à 20h? Avec plaisir. » J'ai mis ma robe bleue, celle que je n'avais pas portée depuis la remise de diplôme d'Alexandre, la dernière fois que j'avais cru qu'il m'admirait. Et en appliquant un rouge à lèvres discret, quelque chose en moi s'est apaisé. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la reconstruction.
À 20h pile, il est arrivé, m'ouvrant la portière de la voiture, comme si chaque geste était un choix et non une obligation. Sur le chemin, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé à tout. Au sentier, au rocher, à la chute qui n'a pas eu lieu, et à la femme qui en est revenue différente. Michel s'est garé, m'a offert son bras. Nous sommes entrés dans le restaurant. À la table d'à côté, une dame avec un jeune petit-fils m'observait. Elle a souri. J'ai rendu son sourire. À cet instant, j'ai compris. Ma vie ne recommençait pas. Elle commençait. Parce que, pour la première fois, elle était à moi. La nouvelle s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu. Lundi, de bonne heure, le téléphone de la maison a sonné. C'était Thérèse, mon ancienne collègue de l'hôpital. « Catherine, c'est vrai ce qu'on raconte ?» « Ça dépend de ce qu'on raconte. Que toi, qu'Alexandre, qu'il y a eu une plainte, qu'il t'a menacé. » J'ai soupiré. Je savais que le monde réagirait. Mais malgré tout, chaque fois que je devais le répéter, ça faisait mal. « Oui, c'est vrai. » De l'autre côté de la ligne, un silence choqué. « Mon Dieu, Catherine. Je l'ai toujours trouvé froid, peut-être? Mais ça, moi aussi, je croyais savoir qui il était. Et toi, tu vas bien? Pour la première fois depuis des années, je suis vivante. » Elle a pleuré, pas moi. Le lendemain, ma maison était le sujet de conversation du voisinage. La rue qui m'avait toujours traitée comme la petite maman d'Alexandre chuchotait maintenant. « Tu as su? Il paraît qu'ils ont essayé de lui prendre sa maison. On dit que la belle-fille était dans le coup. Les rideaux bougeaient quand je passais, mais je ne baissais pas la tête. Je suis allée à la boulangerie, j'ai acheté mon pain, j'ai payé par carte. J'ai regardé dans les yeux la vendeuse qui avait toujours été trop gentille avec Alexandre. « Bonjour », ai-je dit fermement. Elle a hésité. « Bonjour, Madame Dubois. » La différence était dans le ton. Maintenant, c'était du respect. Mercredi après-midi, j'ai été convoquée pour déposer officiellement. L'inspectrice m'a traitée avec professionnalisme, mais avec cette attention que les femmes reconnaissent chez d'autres femmes. « Ce n'est pas facile de rompre avec sa propre famille », a-t-elle dit. « Mais c'est nécessaire », ai-je répondu. J'ai fait ma déposition avec précision. Il n'y avait pas de douleur dans ma voix. Il y avait de la clarté. En sortant du commissariat, je suis tombée sur quelqu'un que je n'attendais pas. Caroline, l'ex-petite amie d'Alexandre. Elle semblait hésitante. S'est approchée de moi les yeux baissés. « Madame Dubois, je peux vous dire quelque chose ? » « Bien sûr. » Moi, quand je suis partie, vous avez essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. J'avais honte. Alexandre disait que vous étiez dramatique, que vous exagériez. Je me souviens. Je voulais juste dire que, aujourd'hui, je vois. Il m'a éloignée de beaucoup de choses. Il m'a manipulée. Et j'aurais dû vous écouter. Je lui ai touché le bras avec douceur. Parfois, on n'apprend qu'après s'être brisé. Mais l'important, c'est ce qu'on fait après. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Merci d'avoir essayé de me protéger, même quand je n'ai pas voulu écouter. Cette conversation m'a rendu quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. La certitude que ma voix avait toujours eu de la valeur, même quand personne n'écoutait. Le soir, j'ai été surprise par un message, cette fois d'Alexandre. « Il faut que je te voie, juste pour parler. » J'ai fixé l'écran pendant plusieurs minutes. Ma main a hésité. Mais j'ai répondu « Jeudi, 14h, sur la place de l'église. 30 minutes, c'est tout. » Je suis arrivée à l'heure. Il était là, les cheveux en désordre, des cernes profonds, comme si le monde s'était enfin retourné contre lui. « Maman », j'ai levé la main. « Pas de maman. Aujourd'hui, pour toi, je suis seulement Catherine. » Il a dégluti difficilement. « Je suis venue te demander pardon. » « Pardon ou pitié ? J'ai eu tort, très tort. Je me suis laissée emporter par la pression, par l'ambition. Mais je te jure surtout que je n'ai jamais pensé à te tuer. Mais tu as pensé à te débarrasser de moi. » Il n'a pas répondu. « Tu as élaboré un plan. Tu as caché une police d'assurance. Tu as convaincu Céline. Tu as manipulé jusqu'au mot. Et quand tout a échoué, tu viens ici les yeux embués. J'essaie de changer. » « Ce n'est pas la première fois que tu le dis. » Il a soupiré. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses à nouveau confiance. Mais je voulais que tu saches, je ne te chercherai plus jamais si c'est ce que tu veux. » J'ai hoché la tête. « C'est ce que je veux. Mais je t'aime toujours. Alors aime-moi de loin. »
Je me suis levé. Je me suis éloigné. Je n'ai pas pleuré. Il est resté assis, recroquevillé. Petit. Pour la première fois, Alexandre ressemblait à un garçon sans réconfort. Mais ce n'était plus mon rôle de le lui donner. Je l'avais déjà fait pendant bien trop longtemps. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une enveloppe à la grille. C'était de Céline, écrite à la main sur un papier coûteux. « Catherine, je sais que vous me détestez. Mais je voulais juste dire que, malgré tout, j'ai été influencée. Alexandre a un pouvoir sur les gens que je ne comprends que maintenant. Je n'attends pas de pardon. Je veux juste que vous sachiez que je ne suis pas aussi mauvaise que j'ai pu le paraître. J'ai gardé la lettre. Pas pour elle, pour moi. Comme un rappel de ce que l'aveuglement pour quelqu'un peut causer. La semaine suivante, j'ai signé officiellement les documents qui me garantissaient le contrôle total de la maison, du patrimoine et de mon nom. Aucun lien avec Alexandre. Aucun lien avec Céline. J'ai remis la liste à zéro. Et j'en ai commencé une autre. Je suis allé dans une maison de retraite de la ville. On a besoin de bénévoles, ai-je expliqué, mais je veux commencer par offrir quelque chose. J'ai apporté de la nourriture, des vêtements, du temps, des histoires. Et peu à peu, j'ai vu ce que c'était que d'être utile, sans être utilisé. Sur le mur de ma chambre, j'ai accroché une nouvelle photo. Ce n'était pas celle d'Alexandre, c'était la mienne, seule face à la mer, prise par Michel. Il a dit que c'était ma meilleure version. Parce qu'elle a été prise à la seconde exacte où tu as compris que tu ne t'effaceras plus jamais pour entrer dans la vie de quelqu'un. Et il avait raison. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre, signée par Alexandre. Sans demande, sans chantage, juste un aveu. Aujourd'hui, je comprends ce que j'ai perdu, et il me faudra peut-être toute une vie pour me le pardonner. Je l'ai gardé avec les autres, pas comme un espoir, mais comme une histoire. Parce que ce que j'ai vécu, personne ne me l'enlèvera, ni la douleur, ni la force qui en est née. Et aujourd'hui, chacun de mes pas a du poids. Chacune de mes paroles a une voix. Et quiconque veut être à mes côtés doit savoir. Je ne retourne dans l'ombre de personne. Plus jamais. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être forte, c'était endurer en silence. Supporter les humiliations, oublier les anniversaires, ignorer les mots blessants. Je croyais que l'amour était de la résistance, qu'être mère, c'était accepter moins pour qu'un autre ait plus. Et c'est peut-être le cas pendant un temps. Mais personne ne supporte d'être invisible toute sa vie. Ce que j'ai vécu avec Alexandre n'était pas une erreur d'éducation. C'était une absence de limite. J'ai tout donné, mon temps, mon corps, mes rêves. Je me suis effacée pour qu'il brille. Je me suis tellement effacée qu'un jour, il n'a même plus remarqué que j'étais encore là. Et quand il l'a remarqué, il a cru qu'il pouvait m'effacer pour de bon. Mais ce que personne ne vous apprend, c'est que l'instinct de survie habite aussi dans le silence d'une mère. Et il se réveille, au bon moment. Ma vie n'est pas redevenue comme avant. Elle ne le sera jamais. Parce que maintenant, je ne suis plus la femme qui attend la reconnaissance. Je suis la femme qui s'est reconnue elle-même, seule. Et c'est la plus grande des victoires. Ai-je perdu un fils? Peut-être. Mais j'ai trouvé la femme qui se cachait derrière la culpabilité. Et cette femme vaut chaque pas que j'ai fait pour sortir de l'obscurité. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus de regrets. Je vois une décision. Je ne regrette pas d'avoir aimé. Je regrette de m'être oubliée. Et si vous écoutez ceci maintenant, et que vous vous reconnaissez dans une partie de mon histoire, sachez-le, il n'est jamais trop tard pour se choisir à nouveau. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à exister. Je suis revenue, et je suis revenue entière. Cela fait 6 mois depuis ce jour sur le sentier. Ça semble peu, mais en moi, ça semble être une autre vie. L'enquête sur la police d'assurance s'est déroulée en secret. Alexandre et Céline ont été convoqués pour témoigner. Il n'y a pas eu d'arrestation. Pas encore. Mais il y a eu quelque chose de plus cruel pour eux. L'exposition publique, la chute du personnage parfait qu'Alexandre s'était construit pendant des années. Il a perdu des contrats, des amitiés, la confiance des investisseurs. Le nom respectable qu'il chérissait tant circulait maintenant dans des notes discrètes, avec des termes comme suspicion,
fraude, tentative de préjudice patrimonial. Céline est partie. On m'a dit qu'elle était retournée chez sa mère. Elle ne m'a plus jamais contactée. Alexandre a essayé de m'appeler 2 fois. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai juste laissé là. Comme pour me souvenir que, oui, il existe, mais maintenant de l'autre côté de la ligne. Et il y restera. La maison où j'ai vécu avec eux a été vendue. J'ai acheté un petit appartement, confortable, murs clairs, un balcon avec vue sur le coucher de soleil, et le silence. Je l'ai décoré avec des fleurs, des tableaux simples, des meubles choisis par moi. Maintenant, tout ce qui est ici a mon goût, mon odeur, mon espace. Il n'y a personne qui claque les portes, ni de voix qui m'ordonne de me taire. Il y a la paix. Alexandre m'a envoyé des fleurs à Noël. Un mot avec 4 mots. Désolé pour tout. Je n'ai pas répondu, pas par haine, mais parce que j'ai compris que ma réponse était mon absence. Michel est toujours là. Nous ne sommes pas devenus un couple, mais nous sommes devenus quelque chose de plus rare. 2 adultes qui se voient l'un l'autre. Parfois, nous sortons. Parfois, nous discutons simplement, sans exigence, sans promesse. Il m'a dit « Tu n'as plus rien à prouver à personne ». Et je le crois. J'ai repris mes études, des petits cours en ligne, psychologie, philosophie. Littérature. J'ai découvert que j'adorais écrire. J'ai commencé un journal. Et aujourd'hui, je pense à transformer tout ça en livre. Pas par vanité, mais pour que d'autres femmes sachent que leur histoire vaut la peine d'être racontée. Peu importe si quelqu'un applaudira. L'important, c'est qu'elles existent, avec toutes leurs douleurs, leurs limites et leurs décisions difficiles. Parce que vivre, c'est ça. Faire des erreurs, tomber. Et parfois, couper les ponts, même avec son propre sang. Mais ne plus jamais recommencer à s'effacer. Pendant des années, j'ai cru qu'être mère, c'était tout accepter. Même ce qui fait mal. Même ce qui détruit. Je pensais que protéger signifiait se taire. Qu'aimer, c'était endurer, même quand l'amour arrivait empoisonné. Mais aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais qu'aimer quelqu'un ne peut jamais signifier mourir un peu chaque jour. Vous qui écoutez cette histoire, vous êtes-vous déjà senti utilisé, ignoré, invisible au sein de votre propre maison? Avez-vous déjà tout donné? Et pourtant, avez-vous été traité comme un poids mort? Peut-être avez-vous été la femme qui a renoncé à ses propres rêves, qui a passé des nuits blanches pour l'autre, qui a accepté le silence, la froideur, le mépris, juste pour maintenir la paix. Mais laissez-moi vous dire une chose, de femme à femme, la paix qui vous coûte votre dignité n'est pas la paix. C'est une prison, et personne ne naît pour s'effacer. Personne n'est né pour accepter des miettes au nom des liens du sang. Parce qu'un lien, un vrai, c'est ce qui ne sert pas, n'attache pas, n'étouffe pas. Un vrai lien accueille, écoute, respecte. Si vous vous êtes aussi senti ainsi, oublié, rabaissé, échangé contre des intérêts, alors cette histoire est pour vous. Et maintenant, je vous invite à faire un choix. Pas pour moi, pour vous. Choisissez de vous relever. Choisissez de dire non. Choisissez de sortir de l'ombre. Commentez ci-dessous « Plus jamais je ne m'efface pour personne ». Écrivez-le comme si vous signiez un contrat avec votre propre vie. Parce que votre histoire mérite d'être écrite par vous, et non par les autres. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose, quelqu'un, partagez-la. Envoyez-la à une amie qui a besoin de se souvenir de sa force, ou à cette femme qui n'a pas encore compris que personne n'est obligé de mourir pour prouver son amour. Vous êtes bien plus que ce qu'on attend de vous que vous acceptiez. Vous êtes une lumière, et une lumière ne se cache pas, elle se propage.